ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis enseignante certifiée en lettres modernes et j'enseigne depuis 2011 en sciences de l'information et de la communication, ici même à l'Université Sorbonne Paris Nord. Et je suis depuis janvier chargée de mission en innovation pédagogique et pédagogie numérique. C'est pourquoi j'ai tenu à organiser cette journée d'études, non seulement, comme je le disais, pour le plaisir de vous rencontrer, mais aussi parce qu'il s'agit de créer à terme un pôle dédié à ces nouvelles conceptions d'enseignement et de l'apprentissage au sein d'un futur service de formation. Or, il m'a paru essentiel de commencer par définir ce que recoupent ces notions d'innovation pédagogique, d'une part, de pédagogie numérique, d'autre part, qui sont déjà répandues à plusieurs niveaux dans l'enseignement supérieur, notamment au ministère, mais aussi dans la recherche et dans les pratiques d'enseignement, ainsi que dans les services centraux de plusieurs universités qui disposent de bureaux d'appui à la pédagogie, ce dont nous ne disposons pas encore. L'idée, c'est de nous aider à nous situer par rapport aux orientations nationales en la matière et de savoir comment nous approprier ces notions pour les adapter au contexte de l'Université Sorbonne Paris Nord, dont les 5 sites, je le rappelle, se situent en Seine-Saint-Denis, et où très souvent, ce sont plutôt les initiatives de certaines équipes pédagogiques qui vont déterminer les choix d'équipement et de développement de projets. Donc, il s'agit ici de rester dans cette dynamique qu'on pourrait qualifier de culture professionnelle locale, parce que ça me paraît important et intéressant de mener une réflexion collégiale avec l'ensemble des acteurs, en tout cas ceux et celles qui se manifestent, je ne connais pas encore tout le monde, dans la mesure où vous êtes impliqués à plusieurs titres, non seulement auprès des étudiantes et des étudiants, avec des cours qui sont construits selon des modalités sans cesse actualisées, mais aussi auprès de la communauté universitaire dans son ensemble, pour développer la formation et la valorisation d'un éventail de méthodes issues de l'expérience, ainsi que des plus récentes recherches autour des questions cognitives, tout en recourant à des techniques de pointe, si possible. Alors ce matin, on parlera des pratiques pédagogiques dans le cadre de l'enseignement, et cet après-midi, on élargira le champ de la réflexion à la formation, aux projets pédagogiques transversaux et à l'évolution de nos modes de coopération. Alors vous avez remarqué que dans la présentation de cette journée intitulée pompeusement Mission Péda ou potachement Mission Péda, j'ai osé filer la métaphore avec la mission Alpha menée par Thomas Pesquet, ses consoeurs et confrères astronautes, actuellement dans l'espace, afin de nous fixer à nous aussi un objectif dans l'espace et dans le temps, en prenant de la hauteur pour contempler notre campus vu du ciel, depuis notre web caméra dernier cri, et depuis n'importe quel ordinateur connecté sur cette planète. Alors il s'agit d'une part de s'interroger sur l'usage de l'outil numérique pour l'enseignement et la formation, qui nous sont devenus particulièrement familiers cette année, mais peut-être selon des modes qui ne sont pas encore bien assimilés ou bien pensés pour la formation. Et ces outils, un certain nombre d'interventions y feront allusion, notamment celle d'Audrey Valentin, mais aussi tout à l'heure de David Hébert et de Najla Sniper. D'autre part, pour aborder un enseignement qui ne soit pas hors sol, continue de filer la métaphore spatiale tant bien que mal, mais adapté à toutes les circonstances possibles, même les plus imprévisibles, Laurent Vincent nous démontrera les vertus de l'improvisation théâtrale, démarche qui, en admettant une perméabilité à l'environnement, représente un beau contre-pied au légendaire contrôle de toute situation par les professeurs qui, du haut de leur estrade, commanderaient aux étudiants, mais aussi aux machines et pourquoi pas aux astres. Nous ne sommes toutefois pas en roue libre et l'éclairage de la recherche antididactique permettra également de réfléchir avec Farida Mejani, qui nous rejoindra tout à l'heure, au mode de compréhension et d'assimilation des notions complexes chez des élèves qui prennent le risque de s'engager sur la voie des mathématiques. Et oui, même après le lycée, certains auront cette audace. Enfin, comme la consolidation et la valorisation du travail d'équipe est en jeu dans la pédagogie par projet, tout comme d'autre part dans l'offre de formation initiale et continue des enseignants, Christophe Dossy racontera la jeunesse du Formalab, le réseau des Fab Labs de l'USPN, puis Charlotte Tempier et Marine Lanthéry présenteront le service de formation et d'accompagnement Sapiens de l'Alliance d'établissement Sorbonne Paris Cité, dont nous faisons partie,
et tout particulièrement le dispositif de formation collaborative Père accompagnateur. Pour finir, Catherine de la Fouchardière, ici présente, montrera comment la certification Certifiance consiste à ancrer et valoriser les acquis d'expérience professionnelle dans le domaine de la pédagogie universitaire. Bref, j'espère que ce partage d'expérience et de réflexion pourra nous inspirer un modèle de pôle dédié à la pédagogie qui corresponde au contexte et aux besoins de l'Université Sorbonne-Paris-Nord, mais aussi à un état d'esprit spécifique et aux compétences déjà à l'œuvre en son sein. Pour joindre la pratique à la théorie, vous l'avez compris, cette journée d'études est conçue sur le principe de la comodalité, à la fois en présentiel et en ligne. Donc la plupart des communications auront lieu ici même, en salle C105 du campus de Vitaneuse dans l'UFR de communication, où moi-même j'enseigne, et elles seront retransmises en direct et en différé sur Teams, à l'exception notamment de la première intervention, comme je l'ai dit, Pierre Boss et Tiffany Ponce intervenant en direct du ministère. Alors pour vous présenter rapidement quelques mots, Tiffany Ponce, Pierre Boss. Tiffany est notre ancienne directrice de la communication et aussi ancienne étudiante du Master 2 Communication des entreprises et des institutions de l'UFR, des sciences de la communication. Elle travaille au ministère depuis quelques années en tant que chargée de mission innovation et politique publique. Et son collègue Pierre Boss, maître de conférences en informatique, habilité à diriger des recherches et conseiller scientifique et pédagogique à la DGCIP, Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion Professionnelle, Pierre Boss complétera ce que nous présentera Tiffany pour qu'on ait à la fois le versant innovation et le versant spécifiquement pédagogique de leur mission respective. Chère Tiffany Ponce, cher Pierre Boss, je vous cède la parole pour nous présenter les chantiers d'innovation en cours au ministère et c'est ce qui nous permettra ensuite de nous situer par rapport à ces directions que vous nous indiquez. Je vous en prie, on vous écoute et on vous regarde. Pression. Merci beaucoup Judith. Merci déjà pour cette invitation. J'aurais aimé être en présentiel, mais malheureusement, ce n'était pas possible aujourd'hui, mais j'ai bien l'intention de venir faire un coucou prochainement. Et donc, alors, je vais essayer de partager mon PowerPoint. Alors, du coup, très rapidement, hein, les chantiers d'innovation au niveau du ministère sont très nombreux. Du coup, je vais plutôt me focaliser sur la partie lien et relations réinventées avec les opérateurs. Donc du coup, depuis quelques années, la DGCIP s'attache à modifier un peu son mode de fonctionnement pour être moins dans une partie réglementaire, mais plutôt accompagnement au déploiement des stratégies individuelles de chacun des établissements et répond à des besoins d'accompagnement spécifiques. Donc du coup, c'est ce que je vais essayer de vous expliciter avant de laisser la parole à Pierre pour compléter. Donc il y a quelques années, quand je suis arrivée à la DGCIP, on a conçu l'offre de service de la DGCIP. Donc je ne sais pas si vous connaissez cet outil. Donc c'est un site web qui recense l'ensemble des productions, des guides, des publications, des textes réglementaires au service des gouvernances d'établissements. Et donc, du coup, notamment pendant la période du confinement, donc on avait fait, et qui est toujours un peu d'actualité, on avait créé une sphère Covid où on mettait l'ensemble des textes réglementaires, des documents à disposition des enseignants sur comment faire et comment s'adapter au jour le jour. Donc, il y a toutes les circulaires, il y a plein de, les décrets, bon, ça c'est pas le côté le plus fun, et ensuite des fiches plus spécifiques qui permettaient de s'adapter et de comprendre comment vous pouviez modifier vos examens, par exemple, avec la fiche évaluer et surveiller à distance faite par Pierre. Bon, du coup, ensuite, on a créé un réseau social Weller qui permet de pouvoir partager, d'échanger des bonnes pratiques, de poser des questions à la communauté. Donc, il y a autant de sphères que de sujets. Non, alors au départ, c'était dans le cadre de l'accompagnement au déploiement de la loi ORE, donc il y a des sphères plutôt spécifiques sur Parcoursup notamment, ou sur, j'ai pas d'idée là comme ça. Campus connecté. Des campus connectés, évidemment, mais ça concerne moins là, je pense, les enseignants de l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Et donc le contrat de réussite pédagogique ou des choses comme ça. Donc il y a une sphère globale qui s'appelle la sphère objectif réussite, qui permet de recenser toutes les questions et tous les sujets, toutes
les événements en lien avec la réussite des étudiants ou au service de la réussite des étudiants. Il y a aussi une sphère d'entraide dans le cadre, pareil, de la crise sanitaire. Donc cette sphère permet de poser des questions cas par cas. Comment faites-vous pour les vaccins? Comment faites-vous, je sais pas, pour les tests? Comment avez-vous organisé ou comment allez-vous organiser cette rentrée? Donc voilà. Donc il y a voilà, c'est vraiment un support et un outil fait pour aider n'importe qui a envie de partager, de contribuer dans le monde de l'enseignement supérieur au service de la réussite des étudiants et globalement pour faire vivre les établissements. Donc je vous invite vraiment à vous connecter et à vous y inscrire si vous le souhaitez. Donc ensuite, au niveau innovation, ce qu'on fait au ministère, on essaye de moderniser un peu nos liens et donc les enquêtes et les remontées d'informations qu'on vous demande. Et donc, on est en train de créer une plateforme unique de recueil des données. Donc, chaque établissement aura un accès à l'ensemble des enquêtes en cours et passées avec le ministère. Donc là, j'ai pris un exemple sur les dispositifs de réorientation, donc c'est pas encore mis en place. Et du coup, chaque enquête sur, par exemple, des dispositifs de réussite, sur l'accompagnement fait avec les WICI ou des choses comme ça, passeront par cette plateforme unique. Donc ça permet aux gouvernances d'avoir une vue globale, ça permet de pouvoir répondre à plusieurs, de pouvoir faire répondre à des personnes et de pouvoir faire valider par d'autres. Et nous, de pouvoir voir en temps réel ce que vous répondez. Et au sein de cet espace, on en profitera pour créer une rubrique qui mettra en valeur l'ensemble des initiatives que vous souhaiterez nous faire remonter. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez en place quelque chose d'innovant et de particulier au sein de votre établissement, vous pourrez nous le signaler. Donc, il y aura un formulaire avec des items. Et nous, on pourra le valoriser soit sur le site du ministère, soit sur l'offre de service de la DGCIP, ce qui permettra de potentiellement, déjà nous informer, de pouvoir nous donner des idées de visite, aussi bien pour notre DG que pour le ou la ministre ensuite. Voilà. Il y a des accompagnements plus personnalisés qui sont proposés au sein de la direction, qui ne sont pas toujours connus. Donc, on a pas mal d'experts, donc Pierre en fait partie. Mais on a aussi des experts plus sectoriels. Donc, on a ma Florence Scolaire, j'ai pris comme exemple, parce que je trouve que c'est pas mal, d'autant plus qu'il y a un intervenant qui va parler des Fab Labs, et donc elle fait partie du réseau Fab Lab. Et donc, Florence accompagne des projets de restructuration de locaux ou de réinvention des espaces. Donc, elle a sorti un guide qu'elle a fait notamment avec pas mal d'agents de terrain. Donc, elle a une expertise et une expérience considérable sur l'ensemble des campus universitaires. Et donc, elle accompagne des projets partout en France. Donc, n'hésitez absolument pas à la solliciter. Je pense qu'elle serait ravie de pouvoir vous aider, vous donner des idées, des conseils de prestataires ou des retours d'expérience ou vous mettre en relation avec des collègues. Et donc, idem sur la sphère Weller. Elle a une sphère Weller dédiée sur ce thème-là. Donc, n'hésitez pas non plus à la rejoindre. Et donc pour terminer, concernant plus spécifiquement la pédagogie, ce qui vous intéresse un peu plus, donc on a au sein de la direction générale depuis l'année dernière le collège des conseillers scientifiques et pédagogiques, donc qui est représenté aujourd'hui par Pierre. Donc c'est la fusion de l'ancienne MIPNES pour ceux qui connaissaient et le collège des conseillers scientifiques qui était moins connu des établissements. Et donc vraiment une de ces missions, c'est d'être en appui des établissements dans le déploiement de leur politique de formation. Donc ils sont vraiment là pour vous écouter, pour, pareil, faire des retours d'expérience, vous accompagner, vous donner des conseils et vous aider même dans votre réflexion. Et donc, grâce à ce type de profil, on a pu mettre en place pendant la crise sanitaire une task force continuité pédagogique, donc qui était derrière une adresse mail, et donc qui a fait toutes les fiches que je vous ai montrées rapidement tout à l'heure sur l'offre de service. Et donc, ils sont vraiment là à disposition. Et donc, même si la crise sanitaire va finir par partir, je pense que cette méthodologie restera. Voilà. Pierre, je te laisse compléter. Merci en tout cas de me donner l'occasion de me présenter à vous dans votre journée qui est très intéressante. Donc moi je m'appelle Pierre Bust, comme disait tout à l'heure Judith, je suis enseignant-chercheur, c'est entre guillemets mon vrai métier, à l'université de Caen en Normandie, où tout à l'heure Judith disait qu'il pleuvait chez vous, je vous rassure c'est à peu près la même chose ici. Voilà, donc l'idée c'est que je vous parle un petit peu de quelles sont les missions un petit peu du Collège des conseillers scientifiques et pédagogiques.
Bon, déjà, on est à peu près une petite vingtaine de conseillers dans mon genre. Et vous voyez qu'il y a une des premières choses qui est très significative, c'est que finalement, moi, je suis détaché pour une partie de mon temps à la DGCIP, mais je suis encore enseignant-chercheur à l'université, ce qui fait que l'action de la DGCIP et du ministère n'est pas hors sol complètement par rapport aux actions du terrain. Et des missions comme celle d'experts détachés, qui la mienne et celle de mes collègues au collège des conseillers scientifiques, permettent aussi d'avoir cet ancrage dans le terrain et dans les pratiques au quotidien. Alors, si j'avais à résumer un petit peu ce que serait l'action du collège des conseillers scientifiques, je tournerais bien ça autour de trois verbes d'action. Le premier, ce serait éclairer, puis valoriser et soutenir. Alors, je vais essayer de vous préciser un peu ça. Alors, éclairer, c'est éclairer quoi et qui? C'est surtout éclairer la stratégie politique de la DGCIP et du ministère dans un contexte qui n'est pas simple, avec, comme le disait Tiffany tout à l'heure, la crise sanitaire où il a bien fallu savoir ce qui se passait dans les établissements pour pouvoir mieux répondre à la façon de les accompagner. Mais plus globalement, on est quand même dans une société qui est traversée par de multiples transitions numériques, écologiques, sociétales, culturelles, pédagogiques, et j'en passe encore d'autres. Et éclairer la DGCIP, c'est faire en sorte que l'action gouvernementale, ministérielle et l'action au sein d'une direction générale ne soit pas en orthogonalité, si vous voulez, avec ce qui sont les attentes du terrain dans les établissements, chez les étudiants, et qui soit compatible aussi et qui s'aligne bien. Tout à l'heure, Judith parlait de l'espace et de Thomas Pesquet. Je pense que la bonne métaphore qu'on peut filer, c'est l'alignement des planètes aussi. Et si on a une administration centrale qui ne s'aligne pas bien avec les établissements, les équipes pédagogiques, les services d'appui et au bout de course les étudiants, il y a des trucs qui se passent pas bien. Donc voilà, l'idée c'est de bien faire cet alignement. Alors ça c'est donc l'éclairage, et puis par exemple dans les tâches qu'on a à faire au collège des conseillers scientifiques et pédagogiques, on suit de très près les projets qui ont été financés par du PIA, par l'État, type les NCU, nouveaux cursus à l'université, pour voir dans chacun des projets là où il y a des actions phares, des choses qui sont très singulières, qu'on retrouve ici et pas ailleurs, ou au contraire des choses qui sont très communes, très réparties, avec à chaque fois des approches un peu typiques. Alors, un exemple, l'approche par compétences, dans à peu près dans tous les projets d'innovation pédagogique, on retrouve l'approche par compétences, et savoir comment est-ce que des freins sont levés à droite et à gauche pour pouvoir les répercuter ailleurs, c'est intéressant. Donc ça, c'est vraiment de l'éclairage. Et puis derrière, cette idée d'identifier des actions phares, il y a l'idée pour nous au ministère, c'est de savoir comment agir pour faire essaimer les projets qui, à un endroit, ont réussi. Alors, est-ce que cette réussite est liée à un contexte très particulier qui n'est propre qu'à cet endroit-là, ou au contraire, est-ce qu'on peut élargir pour donner plus d'ampleur? Donc voilà, éclairer. Alors valoriser, c'est presque déjà la même chose, c'est effectivement repérer et mettre en valeur les actions qui ont un fort potentiel d'essaimage et de transformation globale. Vous voyez bien que l'idée, c'est comment on peut identifier une transformation locale et en faire une transformation globale. Et ça, c'est pas immédiat, et ça participe d'une valorisation des actions pour bien comprendre la valeur ajoutée de ce qui s'y joue. Et puis soutenir, c'est soutenir les établissements dans leur projet de transformation. Alors tout à l'heure, Tiffany parlait de la crise. Dans le printemps dernier, on avait lancé un peu en urgence en mobilisant des fonds du plan de relance et du PIA. On avait lancé un AMI, un appel à manifestation d'intérêt sur l'accompagnement des établissements à l'hybridation de leur formation. Et il y a eu 34 projets qui ont été soutenus pendant 2 ans pour accompagner et accélérer la transformation de la pédagogie vers une pédagogie hybride, comodale aussi, comme le disait Judith tout à l'heure. Et ça, on est passé du jour au lendemain
avec la crise sanitaire, d'un format présentiel à un format présentiel télédiffusé. Maintenant, la question, c'est d'accompagner les transformations pour faire qu'on aille vers une vraie comodalité, une vraie adaptation des activités pédagogiques au contexte hybride présence-distance. Et puis, quand on est en train de parler de pédagogie et de numérique, le mot-clé qui est important, c'est pas numérique, c'est pédagogie. C'est-à-dire que vraiment, la question ici, c'est comment est-ce que des modalités, des outils, des techniques peuvent aider à déployer des actions pédagogiques intéressantes et fructueuses. Et l'idée n'est pas du tout d'être dans un enjeu de geek en disant je fais un bon cours parce que j'utilise tel outil, tel machin. Oui, non, mais pourquoi? Et avec quelle retombée? Avec quelle incidence sur les parcours d'apprentissage que sont nos étudiants? En fait, la question, c'est d'un peu réenchanter le métier de ce point de vue-là et de faire que on ne sorte pas on ne vive pas une transformation pédagogique comme c'est vécu la crise. La crise a été un moment pour l'ensemble des communautés dans l'enseignement supérieur très très complexe, très très difficile à vivre parce que extrêmement exigeante sur la plasticité et l'agilité qu'on pourrait avoir. Mais quand on voit comment tous les collègues en sont ressortis de cette crise-là, enfin, on n'est pas encore complètement sortis, mais vraiment en étant complètement essuyés et vraiment lessivés, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on mène une transformation pédagogique. La transformation pédagogique, elle doit être apaisée, elle doit avoir du sens et elle doit, comme je disais, un peu enchanter un peu les pratiques. Donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse et je pense que on a vraiment très très nettement réussi la continuité pédagogique pendant la crise où on s'est occupé de nos étudiants, on les a pas laissés sur le côté, on a garanti la qualité des diplômes, on a été jusqu'à leur faire passer leurs examens à distance, tout à l'heure Tiffany en parlait, et ça je suis sûr que si 2 mois avant on l'avait dit à nos collègues, on se serait fait prendre pour des fous, mais on a réussi à faire ça, mais ce qu'on a réussi dans la continuité, ce n'est que le début de la transformation, et là-dessus moi je ferais bien les 2 niveaux, continuité, transformation et vraiment, on voit bien ce qu'il faut qu'on réussisse et qu'on transforme pour pouvoir mieux vivre et accéder à des niveaux de résilience qui soient plus intéressants. Alors, voilà, ça c'est donc la façon de soutenir aussi. Soutenir, c'est organiser des journées, alors peut-être que vous les connaissez, type journée d'innovation pédagogique dans l'enseignement supérieur, les JPES. Il y en aura des prochaines. Là aussi, on ressort de la crise et on repense aux bonnes pratiques. Et puis, il y a des appels à manifestation d'intérêt aussi qui permettent de financer des actions. Et ça, on les construit, on les instruit et on les mène au service des établissements. Je voudrais juste terminer, parce que je ne veux pas être trop long non plus, avec un petit focus sur une action vraiment pile-poil d'actualité sur laquelle on travaille. Le ministère est en train de construire avec 2 établissements pilotes, l'UPEC Paris-Créteil et puis l'UNISTRA Strasbourg, un MOOC qui s'appelle « Je suis tuteur de l'enseignement supérieur ». Alors, les inscriptions sont ouvertes depuis hier, c'est pour ça que je fais un peu le côté pub, là. Allez-y, c'est sur FunMOOC, donc France Université Numérique, « Je suis tuteur de l'enseignement supérieur ». Les inscriptions sont ouvertes, le MOOC commence le 27 septembre et va durer jusqu'à à peu près à la mi-novembre. Et si vous connaissez un autre MOOC qui est porté par le MESRI, qui est le MOOC Se former pour enseigner dans le supérieur, le modèle est un peu le même. C'est-à-dire que le MOOC Se former pour enseigner dans le supérieur, c'est un espace commun de formation pour accompagner la formation des enseignants, notamment la formation des nouveaux enseignants-chercheurs, qui est une obligation statutaire, et cet espace de formation en ligne qui est rejoué tous les ans sert de dispositif dont les établissements peuvent s'emparer pour mener des actions locales de formation des enseignants-chercheurs. Et ben là, on fait la même chose sur quelque chose qui est en plein dans l'actualité également, qui est le tutorat. Le tutorat dans toutes ses formes, les formes de tuteurs en emploi étudiant, notamment les 20 000 postes d'emploi étudiant qui ont été créés par le gouvernement dès décembre 2020 pour accompagner la crise. Bon, bah, cela s'additionne aux tuteurs que les établissements ont l'habitude de recruter, mais la question c'est comment on les forme.
Ça, c'est une forme de tutorat. Il y a des formes de mentorat aussi qui se développent de plus en plus, où on a des gens dans des activités professionnelles, insérés professionnellement, qui vont prendre dans une forme de mentorat la tâche avec certains étudiants pour les préparer à leur insertion professionnelle. Et puis, il y a encore une autre forme de tutorat qui m'intéresse plus particulièrement, Tiffany le sait, et puis on en faisait tout à l'heure la remarque sur les campus connectés. Dans les campus connectés, qui sont des structures qui sont en train de se développer, il y en aura 89 en septembre sur l'ensemble du territoire, et on a des professionnels qui sont recrutés pour faire du tutorat, du coaching, pour accompagner des parcours d'études en train de se faire. Et ça, c'est une nouvelle identité professionnelle qui est en train de se créer autour de la médiation en pédagogie, un peu comme dans les Fab Labs, on a eu la médiation scientifique, là on a quelque chose autour de la médiation en pédagogie. Qui dit nouveau métier, qui dit nouvelles compétences attendues, dit programme de formation. Et programme de formation comme un bien commun, construit parce qu'on a valorisé et repéré, comme je le disais tout à l'heure, des actions d'établissement. Alors, Strasbourg et Créteil, je vous en ai parlé, mais il y a aussi La Rochelle, Pau, Grenoble-Alpes qui sont contributeurs, Le Havre aussi qui sont contributeurs à ce MOOC. Et c'est vraiment parce qu'on prend le meilleur de ce qui se passe un peu partout, qu'on met les gens en réseau, qu'on peut travailler à la construction d'objets communs comme ça, qui après redescendent dans les établissements et puis permettent d'avoir aussi des fois une forme de sécurité pour les collègues dans les établissements, parce qu'on sait comment on doit bien aborder un domaine parce qu'il a été éclairé par les autres. Et vous voyez que de ce point de vue-là, l'idée, c'est vraiment de mettre en place, en tout cas, nous, c'est ce qui nous importe à la DGCIP, c'est de mettre en place les systèmes gagnant-gagnant-gagnant. C'est gagnant pour le ministère, c'est gagnant pour les établissements, c'est surtout gagnant en bout de course pour les étudiants. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'on a en tête tous les jours dans notre action. Et puis, comme le disait Tiffany, on est aussi là à votre service. Et quand vous avez besoin de telle ou telle intervention, alors là, la mienne toute petite ce matin, c'est rien du tout, mais on a des collègues du Collège des conseillers scientifiques, par exemple, qui sont intervenus à la demande de certains établissements pour aller expliquer les tenants, les aboutissants d'une approche par compétence, d'une approche programme, comment on pense ces questions-là, comment on accompagne ça dans une stratégie d'établissement. Et dans tous ces projets qui sont au cœur des notions de transformation, on ne fait rien sans l'adhésion des collègues. Et en tout cas, nous, ministère, si entre nous et vous, dans de bonnes relations de collègues, on peut vous aider à créer localement ces adhésions, écoutez, on y répondra favorablement et on sera vraiment dans notre cœur de mission. Voilà. Donc, merci en tout cas. Et puis, si vous avez des questions, je suis tout à fait disposé à y répondre avec plaisir. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention fort intéressante. Alors, on expérimente cette caméra disposant de plusieurs cadrages, mais on le voit, le cadrage salle, il est un peu vu de l'espace, en effet. Oui, c'est Thomas Pesquet qui filme là. Donc, je pense que soit j'essaye d'utiliser la fonction suiveuse, mais je ne suis pas sûre que tous les angles fonctionnent, soit si ça ne vous dérange pas, au moins j'espère que vous nous entendez bien. Les intervenants qui sont dans la salle devront soit se mettre à mon niveau, soit vous les entendrez sans les voir. Donc, je laisse peut-être directement la parole à la salle. Vous avez des questions, sinon, moi, évidemment, j'ai quelques petites idées pour intervenir, mais... Oui, est-ce que je pourrais poser une question, Judith? Bien sûr, effectivement. Une question très pratique, là. Après la présentation de votre site Waller, pour se connecter, est-ce qu'il faut avoir des identifiants particuliers ou il y a un formulaire d'inscription? Je vais mettre dans la conversation le lien pour la première sphère. Super. Et il faut juste que vous fassiez une demande via une adresse professionnelle parce qu'on ne valide que les adresses professionnelles. Donc, d'accord, très bien, très bien. Et j'avais juste une petite réflexion très rapide parce que Pierre a insisté sur le côté pédagogique. Et ça m'a énormément plu parce que numériquement parlant, je suis beaucoup moins forte que mes étudiants.
Et ce sont eux qui m'apprennent énormément de choses. Mais sur le plan pédagogique, peut-être que j'ai des idées, mais la formation aux outils numériques est un peu défaillante. En ce qui me concerne, je suis en train d'apprendre à faire des podcasts pour que les étudiants puissent réviser avec ma parole et mon accompagnement. Vous voyez, mais je suis archi nulle là-dedans, même si j'ai une idée pédagogique assez précise. Est-ce que vous prévoyez justement des formations pour des gens comme moi qui sont passés brutalement du présentiel au distanciel? Alors là-dessus, je pense que des formations, il peut en exister. Hein. Et effectivement, dans le catalogue de MOOC, de Fun, il y a certainement des choses qu'on peut trouver là-dessus. Mais c'est surtout l'action des services d'appui. Hein. Puis tout à l'heure, Judith en parlait, de l'intérêt d'avoir un service d'appui à la pédagogie dans un établissement. C'est vraiment une action qui est très, très importante et transformante. Hein. Moi, je l'ai vécu dans mon établissement à l'université de Caen en Normandie. La montée en puissance du service d'appui à la pédagogie, c'est aussi ça qui a permis de mieux répondre du jour au lendemain aux problèmes de la crise sanitaire. Et l'accompagnement des collègues par l'ensemble des ingénieurs de pédagogie a été très très importante. Et on voit bien qu'il se joue derrière une question sur le fait que l'action pédagogique devient de plus en plus une action collective avec des compétences diverses et variées. Il y a l'enseignant qui est au centre du jeu, c'est l'acteur principal de la pièce, mais à côté, il y a des ingénieurs, il y a des techniciens audio-vidéo, il y a des ingénieurs plateformes, et puis il y a évidemment les étudiants. Et vous avez raison de signaler que des fois, les étudiants peuvent vous aider vous-même à faire des choses. Ah, c'est un échange extraordinaire. Et mais c'est ça pendant la pandémie, j'ai appris énormément de choses grâce aux étudiants. C'est ça qui fait de la richesse. Et puis je vais vous dire que plus profondément, une expérience d'études, une expérience d'apprentissage, c'est avant tout une expérience de vie. Et une expérience de vie, ça se nourrit de l'interaction avec les autres. Et de ce point de vue-là, avoir des entraides avec les étudiants, c'est super intéressant. Même, je vais vous dire, en tant qu'enseignant, essayer des trucs avec les étudiants. Moi, j'ai jamais entendu un étudiant, quand je leur avais demandé, est-ce que vous voulez qu'on essaye un truc? Je l'ai jamais fait. Si ça se trouve, on va se planter, mais on essaye. Jamais il y en a un qui m'a dit non, ça ne nous intéresse pas. Ils sont tout de suite très, très preneurs de ça. Et ça participe aussi pour eux de l'idée, tiens, mon enseignant, il s'occupe de moi, il essaye des trucs, il mouille la chemise, et ça, c'est vachement intéressant. Ouais. Ben, merci, merci beaucoup. De rien, merci. D'autres questions, aussi bien de la part des gens qui nous suivent à distance que de la salle. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Alors, si je peux me permettre, alors, attendez, je vais essayer de me mettre dans le bon angle. C'est là. C'est ça, d'essayer le commodal. Justement, comme vous le disiez à l'instant, vous êtes nous sommes un peu les cobayes. Alors, est-ce que c'est plus facile avec des collègues qu'avec des étudiants? Ça met un autre type de pression. Mais en ce qui me concerne, j'ai été sensible à ce que vous disiez à propos de l'usage des outils numériques au service de la pédagogie. Il est vrai que nous sommes un certain nombre d'enseignants qui avons dû recourir au distanciel avec méfiance. C'est-à-dire que on peut être familier des outils numériques ou bien spécialiste. Tout à l'heure, j'en parlais avec quelqu'un qui est dans la salle et qui est spécialiste du e-learning, et pour autant considérer que le distanciel est un mode dégradé. Or, vous parliez de transformation numérique, on sait que ce plan de formation numérique, de transformation numérique de l'ESR existe depuis un certain nombre d'années, mais on ne vous cache pas notre appréhension parce que on estime que le cœur du métier, c'est avant tout fondé sur la relation avec les étudiants et même avec nos collègues, et la relation, elle ne peut pas s'affranchir du présentiel. Alors, j'ai bien compris que ça n'était pas l'intention du ministère, mais évidemment, dans le cadre de la crise sanitaire, on a parfois vécu difficilement la réouverture tardive de l'université. J'en ai parlé avec Tiffany, bien sûr, mais on aimerait avoir quand même quelques éclairages
je dis on parce que je sais que je ne suis pas la seule à raisonner de cette manière. Donc, on aimerait avoir des éclairages sur la suite. On craint une transformation qui puisse être à marche forcée. Alors là-dessus, je peux d'emblée essayer de vous rassurer sur un point, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu souvent. Personne, et encore moins au ministère, n'a en tête l'idée d'aller remplacer des enseignants par des machines, par des trucs, des machins, et amoindrir l'interaction humaine. Alors vraiment, vraiment personne. Dans mon établissement, je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais discuté avec un collègue, je lui disais, tiens, il y a mes étudiants qui, dans les TD en ligne, pendant le confinement, veulent que j'enregistre le TD pour qu'ils puissent le repasser après. Je vais le faire. Et le collègue m'avait dit, ah non, moi je le ferai pas parce que je veux pas que l'année prochaine, l'université me dise, mes cours, vos cours, on les a déjà, on n'a plus besoin de vous. C'est ridicule, c'est vraiment pas comme ça que ça se passe. Et puis, avoir un enseignement en charge, c'est pas s'occuper du contenu et de le diffuser. Avoir un enseignement en charge, c'est s'occuper des étudiants. Et les étudiants, ils changent tous les ans. Donc, vous inquiétez pas, votre activité d'enseignant, elle va être tout à fait pérenne, et personne n'a envie d'amoindrir cette expérience d'interaction qui est justement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'expérience de vie d'apprentissage se nourrit des interactions, et c'est ça qui étaye un petit peu la réussite. Alors après, sur ce qui s'est passé pendant la crise, effectivement, je suis bien d'accord avec vous qu'il y a plusieurs points de vue qui ont pu émerger en disant, vous voyez bien que ça pose quand même des gros problèmes, que quand on n'a plus l'interaction humaine, on a perdu beaucoup dans la relation pédagogique. On a bien vu la détresse des étudiants qui, du coup, ont eu besoin qu'on les accompagne sur des consultations psychologiques et des choses comme ça. Enfin bon, on voit bien toute la désocialisation qui s'est jouée. Mais alors, la formation à distance n'est pas forcément désocialisante. On parlait tout à l'heure des campus connectés, c'est exactement le contraire. C'est de la formation à distance dans des milieux de socialisation très affordant, très dédié à ça. La formation à distance peut être aussi dans une formation avec des interactions fortes. Il y a la formation à distance, et dans la formation à distance, on a des activités synchrones, des activités asynchrones. Les activités synchrones, elles peuvent être tout à fait intéressantes et riches, et pas justement les Teams ou les Zooms avec que des écrans noirs qu'on a vus. Parce que derrière, il y a une autre différence qu'il faut faire. C'est pas la distance ça marche ou la distance ça marche pas. C'est que l'activité subie, ça ne marche pas. L'activité choisie, ça marche. Et si vous avez un présentiel ou un distanciel qui n'est pas choisi, qui n'est pas assumé, qui n'est pas réfléchi, ça va être assez difficile à le faire marcher. Mais si vous avez des activités qui sont conçues pour un public qui choisit explicitement cette modalité-là, là, ça va marcher. La formation à distance, quand on la regarde dans d'autres contextes que ceux qu'on a vécu pendant la crise, c'est-à-dire la formation tout au long de la vie, faire en sorte que les conditions d'études soient compatibles avec le maintien dans l'emploi, des choses comme ça, les gens qui suivent de la formation à distance sont enchantés par ce qu'ils vivent. C'est des expériences d'apprentissage super riches. Donc, il faut repositionner un peu tous ces éléments de débat un peu aux bons endroits. On trouve du plaisir, on ne réussit que les choses qu'on choisit, pas les choses qu'on subit. Et c'est vrai de la distance comme c'est vrai de tout. Et puis, effectivement, il faut aussi se dire que la formation à distance, ça se travaille en amont. C'est un investissement qu'on fait dans quelque chose. C'est pas quelque chose où on switch du jour au lendemain. Sinon, ça se fait pas à qualité égale, on va dire. Merci beaucoup. Alors, entre-temps, comme je suis connectée sur 2 appareils, finalement, j'ai mis aussi la deuxième caméra, comme ça vous avez plusieurs angles. Oui, merci beaucoup de préciser que le type d'activité doit être maîtrisé par les enseignants et au service vraiment de l'intérêt pédagogique. Ce serait très intéressant de continuer à parler avec vous, mais par rapport au programme idéal, on a déjà un petit quart d'heure de retard. Je vous suis vraiment très reconnaissante, surtout à Tiffany, dont je sais qu'elle a des impératifs importants pour lesquels je vais lui souhaiter toute la réussite possible. N'hésitez pas à rester connecté pour la suite du programme.